d'être une mère. Voyez-vous, elle était une mère, elle avait déjà une connaissance. Ce n'était pas comme ce qu'on essaie de voir, ce qu'on voit aujourd'hui. On laisse la fille comme ça, elle évolue, elle voit à l'âge de 12 ans, 14 ans, elle n'a pas la maturité d'être une femme. Mais déjà avec l'initiation, à l'âge de 7 ans, on préparait déjà la femme. Et ce qui faisait en sorte que déjà à 14 ans, cette femme a la maturité. Si vous prenez cette maman de l'époque et prendre une mère de cette époque ici, vous allez constater que celle de l'époque qui avait 14 ans et celle d'aujourd'hui qui a 60 ans, l'autre là va apparaître comme une vieille par rapport à celle que nous avons aujourd'hui, à la femme d'aujourd'hui. Donc il y a une grande différence qu'il faut soulever. Et dans l'initiation, je prends le cas de chez nous, les Chokwe, toujours, lorsqu'il y avait un camp d'initiation, c'est-à-dire tout le monde n'était pas pur pour y accéder. Il y avait une catégorie de personnes qui devraient normalement y accéder. Et il y avait une dame, c'est cette dame-là qui devrait normalement préparer pour ses initiés. Donc c'est elle qui préparait les initiés. C'est elle qui protégeait aussi les initiés. Si quelqu'un d'autre les préparait avant de passer, il faudrait que ça passe par cette dame-là. On l'appelle Nachifwa. Donc c'est une importance que la femme avait. Vous savez que la femme avait pour rôle d'éduquer, elle avait pour rôle de protéger, pas seulement de donner la naissance ou quoi que ce soit. Voyez-vous. Donc la femme avait son rôle, sa place dans la société, sa place qui était beaucoup plus respectée. L'homme qui partait dans l'initiation, lorsqu'il sortait de l'initiation, il était préparé à savoir comment respecter une femme. Il savait que la femme, elle était importante dans le monde, dans la vie. Pour qu'une vie soit équilibrée, il faudrait qu'il y ait un homme et il faudrait qu'il y ait aussi à l'opposé une femme pour donner la vie. Un homme sans une femme, vous ne pouvez pas donner la vie. Il faudrait que les deux soient là pour donner la vie. Donc la femme a toujours eu sa place respectable dans nos sociétés, dans nos traditions. Donc nous ne cherchons pas ici à idéaliser, vous dites c'est pas idéaliser, donc c'est pas mal. Moi je peux prendre ça comme une idéologie parce qu'il s'agit de mes traditions, de ma tradition. C'est ce que je suis, je dois défendre cela. Et c'est ce que nous sommes. Moi je vais défendre le parcours de Sérère, je le dirai haut et fort. Dans nos sociétés, on n'a jamais connu l'oppression contre les femmes. Mais plutôt, ce sont les gens qui sont venus nous coloniser, qui nous ont apporté ces choses-là. Et déjà chez eux là-bas, je prends le cas de Napoléon Bonaparte. À l'époque, déjà pour Napoléon, une femme n'était qu'une chose. La femme, elle était bien que pour la cuisine et aller faire les champs. Napoléon ne voulait même pas qu'elle s'approche de la gestion de l'État. La femme ne pouvait pas. Et dans la Bible, bon, je sais que ça peut encore créer notre débat, mais c'est vrai, dans la Bible, la femme est totalement chosifiée, tout comme dans les Corans. Dans les Corans, vous allez apprendre même que Aïcha, la femme de qui Mahomet. La femme de Mahomet, à l'âge de... C'était 6 ans. Et Mahomet a pris Aïcha. Et ils ont consommé les mariages à quel âge? 6 ans. À 8 ans. 6 ans. 8 ans ou 9 ans, 8 ans, je pense. Quelque chose comme ça, voyez-vous. Donc ces barbares, déjà, c'était pour eux leur façon de voir la vie. Ils avaient leur manière de voir déjà la vie. Pourquoi? Parce que pour eux, la vie, ils n'essayent pas de comprendre la vie du point de vue des lois naturelles. Mais nous avons des lois. Nous respectons des lois. Depuis la nuit des temps, l'homme doit respecter des lois. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avions perdu des repères. C'est pourquoi nous sommes devenus tout le monde. On fait les choses, des réactions qu'on donne aujourd'hui. Nous attaquons qu'aux réactions ou bien aux effets. Mais on ne sait pas voir les causes. Les causes, c'est l'esclavage, la colonisation et les déplacements par milliers de Noirs. Voyez-vous, on nous a déportés d'ici vers là et tout. Et après quelques temps, nous sommes devenus ce que nos oppresseurs nous ont montré. Et après, vous allez dire non, c'est le comportement des Noirs. Non, non. Nous reproduisons simplement ce que les Occidentaux nous ont montré, leur manière de vivre. C'est ce que nous sommes devenus des aliénés et nous pensons pouvoir réfléchir selon nous-mêmes. Or, en réalité, nous réfléchissons selon la réflexion de nos oppresseurs. Voilà un peu la chose. C'est que je voulais un peu, je ne sais pas, cadrer ou recadrer, mais seulement, je compte déjà finir pour parler de la dame. Ce que moi j'ai pu comprendre de la dame, je prends ça comme un conseil. Pour moi, je me sers de ça comme un conseil. Aujourd'hui, dans nos cercles révolutionnaires, souvent les femmes font des reculs. Voyez-vous, souvent les femmes ne n'aiment pas venir et tout, en pensant que la révolution, c'est simplement une question qui ne concerne que les hommes. Mais avec l'histoire de la dame, vous allez comprendre que la femme a aussi quelque chose à donner dans la révolution. La femme a aussi quelque chose, en tout cas, à faire dans la révolution. Il faudrait qu'elle puisse participer d'une manière active, qu'elle soit aussi au four au moulin. Si elle sera peut-être la commandante, qu'elle le soit, on ne le refuse pas. Mais malheureusement, aujourd'hui, la femme,
elle n'est là que pour suivre l'homme. Elle n'est là que pour faire peut-être l'étiquette, mais derrière elle, il y a un homme qui souffle, un homme qui envoie. Même aujourd'hui, lorsqu'on parle du féminisme, vous allez voir les femmes en parler et tout. Mais si vous suivez bien les gens qui donnent les idées pour faire le féminisme, c'est toujours les hommes. Donc la femme ne sait pas se retrouver, la femme ne sait plus qui elle ne sait pas sa valeur. Et moi, je souhaiterais à ce que toutes les femmes ici, dans l'empire colonial Congo, que les femmes se servent de l'histoire de cette dernière, même si elle a vécu une enfance difficile, terrible, mais elle n'avait pas abandonné. Elle avait l'amour d'aider, l'amour de lutter pour la liberté de son peuple. Et chaque femme devrait aussi comprendre ses soucis. Ce n'était pas seulement pour sa propre liberté, mais c'était pour la liberté d'un peuple. Et nous tous, toutes les femmes devraient normalement travailler pour la liberté de toute personne dans le monde. Voyez-vous, particulièrement d'abord nous-mêmes. Les femmes ont quelque chose à faire. Il faut être révolutionnaire, être courageuse comme elles, même si on vous a frappé à plusieurs reprises, mais elle ne s'était jamais vécue. Jusqu'à nos jours, elle continue d'être là. Et elle a dit ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, elle a raconté cela. Donc, toutes les femmes devraient se servir de cela comme un modèle, ou bien un modèle pour justement travailler aussi efficacement dans le monde révolutionnaire, parce qu'aujourd'hui, nous vivons l'oppression. Jusqu'à ce jour, ça ne termine pas. Donc, il faut continuer toujours à travailler. Merci beaucoup. Ah, ok. Ça veut dire que dans nos sociétés africaines, il y avait ces écoles initiatiques où les hommes et femmes étaient préparés et tout. Ça veut dire qu'on préparait la femme à être une mère, à faire ceci, cela. Oh oui, je ne refuse pas. C'est bien. On ne préparait seulement à être une mère ou à affronter aussi ou à donner son avis dans le milieu des autres. C'est ça que je veux savoir parce que quand vous dites qu'il y avait ces écoles initiatives, je pense que quand les colons sont venus et qu'ils acceptaient que les hommes dans les écoles, pas les femmes et tout, et qu'on a accepté qu'on s'en réchignait parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Mais je pense que ça nous a rangé d'un côté parce que c'était déjà la manière de faire en fait. Oui, la femme, on l'initiait, mais on l'initiait à quoi? À être une femme au foyer, à tenir la maison, à savoir comment éduquer ses enfants, à faire ceci, cela. On ne disait pas, on ne voulait pas en fait qu'elle se révèle. Ça n'allait arranger personne en fait, des femmes qui parlent haut et fort, vous voyez. Et puis, on dit que non, c'est les Occidentaux qui ont amené ce système, la femme était vénérée. Oui, elle était vénérée à un certain niveau, il y avait peut-être des femmes maîtresses et tout, mais qui se faisaient battre en coulisses. Oui, la femme pouvait être la femme du roi, elle est assise à côté du roi et tout, devant les gens. Mais peut-être qu'elle a des bleus sur son dos qu'on ne peut pas voir que son habit. Et ça, c'est pas seulement question de l'Occident ou quoi. C'est un fait en fait qui a arrangé tout le monde. La femme avait une place, oui, mais laquelle? C'était pas une place de marque non plus. Oui, elle pouvait être couronnée, c'est là. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait après? Il y avait des violences psychologiques qui intervenaient dans ces faits-là. Je pense que c'est une question qu'elle me pose. Je suis le premier qui a avancé ces arguments. Je pense que c'est à moi de répondre. Mais Parlez. Ok. Vous voyez tout ce qui se faisait là, tout ce que la femme subissait comme oppression. Je pense que cela impactait aussi sa psychologie d'un côté. Vous nous dites d'être comme nos mamans qui acceptaient, en fait, qui se sont mariées aussi parfois tôt. Les femmes, il y a eu des femmes qui sont mariées dans nos traditions à 14 ans. On a des grands-mères comme ça qui sont mariées à 14 ans, 15 ans et tout. Mais puis après, qu'est-ce que ça a laissé dans leur vie? C'est pas parce qu'elles n'en parlent pas qu'il n'y a eu rien en fait en elles. C'est pas parce qu'elles n'ont pas dit ou elles n'ont pas eu l'occasion de dire au moins Madame Abo a eu l'occasion d'en parler. Mais on ne va pas dire que non, oui, il faut que les femmes soient comme elles. Moi, perso, je ne peux pas avoir ce parcours-là dès l'enfance. Parce que je pense que c'est pas toutes les femmes qui vont bien tourner comme elles, qui a peut-être eu la chance de rencontrer un homme bon à la fin. C'est pas toutes les femmes qui auront cette chance-là. Il ne faut pas dire que non, je souhaite à toutes les femmes d'avoir son parcours, et même si elles se font battre, elles se font maltraiter et tout, il y
qu'elle sait quand même le courage d'avancer. Pas toutes les femmes auront le courage d'avancer après s'être fait battre. Il y a ceux qui se suicident. Il y a des femmes qui vont à l'extrême, qui savent plus, qui n'ont même pas quelqu'un à qui parler. En fait, Aïda dans le c'est pas en fait avec qui aller parler. Et elle préfère la mort. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le parcours de Madame Arbo. Elle s'est fait battre, on a poussé à 14 ans, 15 ans, des trucs comme ça. Et il ne faut pas oublier, le moment qu'il s'est marié à 14 ans, 15 ans ici, parmi elles, il y a aussi celles qui mouraient à l'accouchement parce qu'elles connaissaient des accouchements prématurés. Leur corps n'était pas encore tout à fait préparé à cette époque-là, vous voyez. Donc, il faut pas dire que je souhaite à toutes les femmes. Moi, ça m'a un peu... C'est parce que moi, perso aussi, je suis son enfance. Tout ce qu'elle a vécu, perso, je n'aimerais pas avoir ce parcours-là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça va lui laisser comme séquelle dans mon cerveau. Je serais même incapable de bien éduquer, de bien élever peut-être mes enfants. Il y a même des femmes qui sont restées dans le mariage, mais incapables de donner leurs enfants. Pourquoi? Parce que quand elle regarde cet enfant, elle a des mauvais souvenirs. À cause de lui, à cause de cet enfant, pour avoir cet enfant, on m'a marié par un vieux. Parce que c'était comme ça. La femme devait être jeune et l'homme devait être nécessairement plus âgé. Je ne refuse pas, c'est bien, c'est un bon équilibre. Mais de combien d'écarts? Il y a des hommes là de 30 ans qui allaient épouser des femmes, des filles de 14 ans, 12 ans, je ne sais pas. Mais c'est normal. Non, j'aime pas. Pardon, en fait, c'est très important. On comprend la rage de la camarade. De la camarade aussi. Elle est plus avancée dans les sérieusement, je voudrais qu'on revienne à la question de départ. La question, c'est comment Léonie Abo représente la femme dans ses récits. D'accord? C'est important qu'on comprenne que Léonie Abo représente une femme qui parle. C'est-à-dire que la femme congolaise n'est pas une femme muselée. C'est une femme qui parle. Je vais vous raconter une chose. On est en 1961. Le canal de communication le plus répandu, c'est la radio. Déjà en 1961, je ne sais pas combien de familles avaient la télévision noir-blanc au Congo. C'était quelque chose de luxueux, vous voyez. Et il n'y avait pas d'internet pour suivre les informations via Twitter, Facebook, etc. Il n'y avait que la radio. Et Léonie Abo dit, dans un contexte de guerre froide, qu'elle n'aime pas suivre la radio et on l'interdit. Pourquoi? Elle dit parce que la radio raconte beaucoup de Mokuta. Vous voyez? Donc déjà, dire une telle chose dans un contexte de guerre froide, dire face à quelque chose, le seul canal de communication, c'était déjà quelque chose, c'était une personne qui parlait. Léonie Abo, c'est une personne qui représente une femme qui est dans le narratif. La femme congolaise n'était pas musulmane par rapport à comment Léonie Abo représente la femme. Non, ce n'était pas une femme musulmane. Et même si vous regardez son parcours, on a parlé de comment elle était victime à cause des violences, etc. On a parlé de comment elle était résistante. Mais après, on a parlé de son côté où elle était courageuse parce qu'elle s'est mise à raconter son parcours. Abo n'est pas le genre de femme où, en fait, on lui impose des choses, elle reste calme. On lui impose des choses. C'est pourquoi on l'a choisi pour représenter la femme congolaise et donner l'image d'une femme courageuse, d'une femme qui parle, d'une femme qui brise le silence. Vous voyez? C'est important de dire que vous êtes en train de dire là. Mais si on doit rester dans le contexte d'amour, oui, il y a des côtés négatifs, mais il y a surtout des côtés où elle reste une femme éveillée. Elle reste une femme courageuse et résistante surtout. Ça, c'est important. Bon, ce genre de discussion, normalement, ça devrait se faire. Tout le monde a la copie de son autobiographie. On essaie d'en analyser, ou bien de suivre le documentaire parce que ça existe. Il y a un film documentaire qui s'appelle Bonne chance pour un film d'État où on raconte l'histoire, elle est dedans. Elle parle, il y a beaucoup de séquences où c'est Léonie Abo elle-même vraiment dans la vraie vie qui parle. Mais sérieusement, c'est vraiment une autre personnalité. C'est pas cette femme-là que vous que nous sincèrement. Voilà. Donc elle est là juste, c'est la rage. Il y a aussi un camarade qui dit rien. Ouais, les camarades, ils prendront la parole. Nous avons compris que Léonie Abo, nous l'avons décrit, nous savons qu'elle est une résistante, elle est aussi nationaliste, nous savons. Mais aussi, à la deuxième question de parler sur comment elle représente une femme congolaise, on comprend que, comme l'a dit le frère, d'après les recherches que le frère avait effectuées, voilà, la femme, elle est femme victime, violence conjugale, mais aussi elle est une résistante.
quantité d'une courageuse. Mais il est aussi important aussi d'expliquer aussi les contextes et d'expliquer aussi les causes qui touchent cette réalité. Nous comprenons que nos mamans, nos femmes congolaises actuelles aimeraient, sentent qu'ils sont opprimés, ils doivent faire un peu une révolution comme le font les femmes européennes, là où non, le féminisme, le droit de la femme, c'est bien. Alors si maintenant on commence à faire tout dans cet angle-là, c'est comme si, revenez un peu quand j'ai dit au début qu'il y avait dans des villes des Noirs qui étaient évolués, c'est-à-dire néocolonisés, et il y avait aussi des Noirs qui étaient dans les villages, mais ils étaient aussi toujours ignorants dans les villages parce qu'il y avait que des centres initiatiques où vous n'allez pas se faire initier. D'où il y a d'autres personnes qui pratiquent la tradition sans comprendre le fond, et aussi il y avait encore des Noirs qui sont encore aliénés avec la philosophie des Européens. Alors la sommation de tout ça qui nous donne cette réalité-là. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi il est aussi important d'expliquer certaines réalités. Par exemple le mariage arrangé, parce que c'est mal compris ici, on commence à parler, c'est comme quelque chose, c'est comme un complot. Or nous savons ici, même si tu tombes amoureux d'une femme, lorsque même dans la famille, si dans ta famille, ça commence à poser un problème, toi dans la famille de l'homme, ça pose un problème. Dans le sud africain, ça va pas aboutir, même dans votre foyer, vous risquez d'avoir un problème. Parce que dans notre tradition, le mariage c'est une alliance des familles, des deux familles. Ouais, à part il y a aussi la famille qui doit intervenir. Maintenant la famille va toujours chercher à te protéger. Tu dois savoir, tu te maries auprès de qui. Parce que la famille t'aime beaucoup, c'est pour ça. Ouais, tout ça, ce sont des choses qu'on doit expliquer aussi, comprendre que aller dans les centres initiatiques, lorsque déjà on remarquait, à l'âge de la puberté, on remarquait que la femme s'est métamorphosée un peu, il devenu corporel et l'homme, on les amenait directement dans les centres initiatiques pour le faire comprendre plusieurs choses. D'abord sur l'éducation, sur la spiritualité, sur dans tous les autres angles du domaine de la vie, pour les femmes et les hommes. Et dès que la femme sort, automatiquement on la protège d'une chose aussi qui est très importante, et que elle est capable de concevoir, elle est capable de faire des relations sexuelles. Automatiquement, il faut qu'elle se marie très vite. Parce que si on la laisse comme ça pendant une année, 2 ans, elle risque d'avoir 3-4 relations, 4 hommes avant son mariage. Et c'est aussi dangereux parce que je vous informe, je suis traditionnaliste, quand déjà vous vous mariez avec une femme, bien des hommes qui ont déjà fait autant de relations sexuelles, même après les mariages, vous devez faire en sorte que votre premier-né puisse être arrangé par certains rituels. Parce que cet enfant-là, parce que vous avez remarqué que la maman est capable de matérialiser. Alors, elle est capable de matérialiser toutes les sortes, quand je parle de sorts, c'est-à-dire que, excusez-moi l'explication, on doit être clair parce qu'on doit expliquer certaines choses. Elle serait capable de reproduire tous les esprits qu'elle a su emmagasiner. C'est-à-dire quand on a des relations sexuelles, c'est-à-dire les énergies qui se transmettent. Pourquoi les femmes mais c'est-à-dire que la femme est réceptacle, c'est-à-dire qu'elle est capable de reçoit entre l'homme et la femme est beaucoup plus réceptive. Elle reçoit beaucoup plus les énergies. C'est ça en fait. Voilà pourquoi c'est pas pour rien qu'on protège la femme. On tient compte de toute cette réalité-là. Mais le problème est que comment est-ce qu'on doit faire pour l'adapter avec notre réalité actuelle? Comment est-ce qu'on doit faire? Parce que notre système traditionnel d'abord, elle est d'abord négligée. Et aujourd'hui, on prétend être évolué, moderne. Maintenant, comment essayer de prendre en compte tous ces éléments-là? Ce sont des choses qui sont très importantes. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous remarquons que nous avons nos jeunes sœurs. Il y a une je ne sais pas, comment appeler ça, une délinquance sexuelle, côté des hommes et des femmes. Tout ça là, ce sont des choses qui sont un désordre. Vous comprenez? Tout ça là, maintenant, on va accepter ça, on va continuer toujours à vivre de cette manière-là. Ouais. Donc tout ça là, prenez ça en compte. C'est pas que nos ancêtres étaient des idiots, oh non, ils étaient des fous, ils faisaient du mariage arrangé, ou bien pourquoi un enfant à l'âge de 14 ans l'a marié? C'était pas seulement dans cet âme-là quand vous prenez ça, il faut comprendre le pourquoi, les causes profondes. Voilà. Alors j'ai vu les faire. S'il vous plaît, je peux ajouter juste un mot. Un mot juste. Et aussi, les mariages arrangés dont on parle, je ne sais pas si c'est vraiment un mariage arrangé. Seulement les anciens savaient que les jeunes étaient beaucoup plus attirés par la beauté.
Mais les anciens savaient savoir qu'il existe une bonté et s'intéresser sur la bonté et non la beauté. Parce que la beauté, vous pouvez suivre la beauté et derrière cette beauté se cachent beaucoup d'autres mystères. Et dans les mariages, vous allez vivre des calvaires. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons plusieurs divorces en cascade. Et les aînés savaient déjà qu'avec celui-ci et cette femme ici, ils vont se mettre ensemble et tout ira mieux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient déjà qu'en elle, il y a la bonté. Ou bien dans cet homme, il y a la bonté et non la beauté. Ils n'étaient pas attirés par la beauté, mais plutôt la bonté. Voilà ce qu'il voulait un peu ajouter sur... Quand on parle par exemple du mariage arrangé, j'aurais appris qu'il y avait aussi des mariages arrangés qui se faisaient quand l'enfant a par exemple 5 ans, et puis la fille a par exemple 4 ans et tout. Comment est-ce que déjà à cet âge-là, ils pourront imaginer que à 15 ans, ce garçon aura un comportement pareil pour qu'on puisse faire un mariage arrangé à l'avance? Parce que si on veut c'est basé sur le côté bonté pour faire un mariage. Moi, je vais essayer de répondre à ça. Je pense que c'est simple. C'est que deux familles se connaissent. Et par rapport à l'éducation qu'ils savent de l'autre famille et vice-versa, ils sont sûrs et certains que la façon dont nous allons éduquer nos enfants, ils vont s'unir et ça va marcher. C'est surtout par rapport à l'éducation, le fondement. Il ne se base pas sur la richesse ou quoi, non, c'est l'éducation. La famille ne choisit pas X famille juste parce qu'ils ont, à l'époque, aujourd'hui c'est l'argent.